Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis David pour Ordi Répar. Dans la vidéo précédente, on a vu des concepts très généraux concernant ce qu'on allait voir dans la ligne de commande, ce qu'on allait pouvoir faire avec. On n'a pas vraiment été dans le vif du sujet. Et bien dans cette deuxième partie, on va commencer réellement à l'utiliser, on va passer devant l'écran et on va commencer à taper quelques commandes. Dans cette vidéo, je vous propose de voir effectivement les commandes minimalistes, le minimum requis entre guillemets pour pouvoir vous en sortir avec cette fameuse ligne de commande. On ne va pas faire de commandes très sophistiquées, mais déjà, j'espère que vous allez comprendre que ça peut ouvrir des portes et que ça peut permettre de faire des choses assez intéressantes. Sans plus attendre, on va passer devant l'écran et on va s'y mettre immédiatement. Très bien, nous voilà sur Ubuntu et donc maintenant on va pouvoir commencer à taper quelques commandes et voir un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc pour ça, on va ouvrir un terminal. Et pour ouvrir un terminal, alors moi je l'ai déjà épinglé ici sur mon lanceur, mais vous pouvez le retrouver en allant dans le dash et en tapant terminal, et ça vous affichera effectivement le programme terminal. Donc on clique dessus, ce qui va avoir pour effet de nous ouvrir une fenêtre de console, de terminal, et pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe, alors je vais juste la mettre un tout petit peu plus grande, je vais peut-être pas la mettre en plein écran parce que c'est pas forcément très pratique, voilà, on va la laisser comme ça. Ok, donc on est dans notre terminal, et la première chose qu'on voit, c'est qu'effectivement on a un petit curseur qui clignote, et en gros ça veut dire tout simplement que là le terminal attend qu'on lui donne un ordre, qu'on lui donne une commande. Mais avant de taper une commande, on va juste regarder ce qui se passe sur cette ligne. En fait, sur cette ligne, on a différentes informations. Donc cette ligne, on appelle ça le prompt. Le prompt, ça s'écrit P-R-O-M-P-T. Et en fait, le prompt, tout simplement, c'est la ligne qui va attendre une commande et qui nous donne quand même quelques informations. Et ces quelques informations, on va les décortiquer tout de suite. Les quelques informations en question sont d'abord qui nous sommes, c'est-à-dire l'utilisateur David, sur quelle machine, donc la machine ici s'appelle David-VirtualBox. Ensuite, on a un séparateur qui est le symbole de point. Et ensuite, on a normalement le dossier dans lequel on se trouve. Alors là, c'est un affichage un petit peu particulier tout de suite parce que on a un symbole qui s'appelle tilde. Et ce symbole tilde nous indique que nous sommes dans notre dossier personnel. Alors, en général, on voit le chemin complet apparaître ici. On voit l'arborescence, enfin le chemin exact dans lequel on se trouve, sauf dans le dossier personnel où on voit le tilde. Très bien, bon, on va s'en assurer dans un instant, on va même pouvoir voir exactement à quel endroit il se trouve dans l'arborescence à l'aide d'une commande. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas encore la taper tout de suite, on va continuer un peu, et on a ce symbole $. Le symbole $, ça veut simplement dire que nous sommes un utilisateur classique, c'est-à-dire on peut être effectivement administrateur, mais nous ne sommes pas root. Root, c'est le seul compte utilisateur qui a vraiment tous les pouvoirs. Et avec le symbole $, on sait qu'on n'est pas root. Si on avait été root, on aurait eu le symbole dièse. On le verra un tout petit peu plus loin dans cette vidéo, mais pour le moment, on va surtout s'intéresser à la façon de se promener dans les dossiers et de voir comment on se déplace d'un dossier à l'autre, comment on affiche le contenu d'un dossier et surtout comment on crée ou on supprime éventuellement des dossiers ou des fichiers. Donc voilà. Donc pour continuer, avant de commencer vraiment à taper une commande, on va juste poser les bases de la façon générale d'écrire une commande. Une commande, en règle générale, c'est effectivement le nom de la commande. Donc là, si on avait une commande qui s'appelle commande, bien sûr, c'est le nom direct. On peut, bien sûr, essayer d'utiliser la commande avec simplement son nom. Parfois, ça va fonctionner parce qu'il y a certaines commandes qui n'ont pas besoin de choses particulières. Par exemple, la commande qu'on va voir dans un instant pour savoir dans quel dossier on se trouve. Ça peut fonctionner comme ça. Mais parfois, on a besoin de préciser quelques options à la commande. Donc la commande a peut-être des variantes, des choses qu'elle est capable de faire grâce à des options. Et ces options, on va les préciser en mettant un tiret suivi d'une lettre qui va correspondre finalement à l'option qu'on souhaite activer. Alors ces lettres, évidemment, on ne les invente pas, hein, c'est les options réelles de la commande, et chaque commande va avoir éventuellement quelques options. Donc les lettres, d'une façon générale, peuvent être écrites, soit ça va être des minuscules, soit ça va être des majuscules, mais il y a bien une différence entre par exemple, si je mets un A minuscule, ça ne sera pas la même chose qu'un A majuscule. L'option ne sera pas la même. Alors on peut avoir plusieurs options qui se collent les unes à la suite des autres. On aurait "-a" par exemple, "-b", "-c", mais plutôt que de l'écrire comme ça, il y a une syntaxe un tout petit peu plus élégante qui serait de grouper et de faire "-abc". Et en faisant "-abc", c'est exactement la même chose que "-a", "-b", "-c" au niveau des options. Seulement voilà, parfois certaines options sont écrites en toutes lettres. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir une option qui sera, alors je vais l'écrire, ce sera all, pour dire tout. On peut avoir une option verbose sur certaines commandes. Donc verbose qui est le mode verbeux, c'est-à-dire qu'on voit tout le détail de ce qui est en train de se passer. Bon, ça dépend des commandes. Et le problème, c'est que si on a cette abréviation "-abc",
Comment le distinguer d'une commande qui serait d'une option qui serait "all"? Eh bien, le seul moyen de le distinguer, c'est en mettant un double tiret. Donc, on le verra effectivement tout à l'heure quand on va regarder plus en détail la composition des commandes, comme on écrit certaines commandes, on verra qu'il y a une aide qu'on peut consulter, qu'il y a un manuel qu'on peut consulter, et on aura l'indication à chaque fois dans le manuel qui nous permettra de savoir s'il faut mettre un tiret ou deux tirets, mais de toute façon, d'une façon générale, quand c'est un mot entier, il faut mettre deux tirets. Tout simplement pour ne pas le confondre avec, alors si on avait écrit "A 2L", en réalité c'est comme si on avait écrit "A", "L", "L". Et là, ça peut prêter à confusion. Donc pour être sûr de ne pas le confondre, un double tiret, c'est un mot entier. Très bien, donc on va avoir éventuellement des options, et ensuite on va avoir des paramètres. Un ou plusieurs paramètres. Donc on peut avoir le paramètre 1, le paramètre 2, etc., etc. Parfois même, on peut avoir un cas où il y a une imbrication entre une option et un paramètre. Alors ces paramètres, à quoi ça va correspondre? Tout simplement, ça va dépendre de la commande qu'on est en train d'exécuter. Ça peut être un nombre, ça peut être par exemple un délai, si on lui demande de faire une pause pendant un certain temps, ça peut être une adresse IP, si on essaie d'interroger une machine sur le réseau, ça peut être un nom de dossier, si on est en train de créer un dossier, ça peut être un nom de dossier, ou un nom de fichier source et un nom de fichier destination, si on est en train de copier quelque chose. Ça peut être beaucoup de choses, donc ça dépendra bien entendu de la commande. Et donc, pour vous dire qu'il y a une imbrication, c'est simplement, parfois on peut avoir une option, admettons "A", par exemple, qui a besoin d'un paramètre. Et ensuite, on va devoir préciser une option "B" qui elle-même a peut-être besoin d'un paramètre également. Et on peut tout aussi bien, à la suite, trouver une autre option "C" et "D". Donc en fait, on regroupe en faisant "CD". Voilà, donc on peut avoir une syntaxe qui peut être de cette forme-là. Donc voilà globalement les règles générales d'écriture d'une commande. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les règles, on a vu la grammaire, je dirais, d'une certaine façon, on va s'intéresser au vocabulaire maintenant. On va commencer à vraiment consulter les commandes, voir quelles sont les commandes qu'on a à disposition. Alors on ne va pas toutes les voir, bien entendu. On va s'arrêter dans un premier temps à des choses assez simples. Donc pour commencer, je vous ai dit qu'on était dans le dossier personnel en ce moment, et qu'on le savait tout simplement parce qu'il y a le symbole tilde. Eh bien, un moyen de savoir précisément où on se trouve en ce moment, déjà ça peut être de consulter effectivement cet emplacement ici, savoir où on est, mais bien entendu on peut taper une commande qui va nous permettre de le savoir, et cette commande-là, ça sera PWD. PWD, ça veut dire Print Working Directory, et en gros ça veut dire en français, affiche le répertoire courant, affiche le dossier dans lequel on se trouve en ce moment. Donc si je fais PWD et que j'appuie sur Entrée, j'ai bien le résultat qui me dit que je suis dans /home, donc en partant de la racine, je suis dans le dossier home, puis dans le dossier David. Donc c'est bien mon dossier personnel. Très bien. Alors continuons. Dans ce dossier personnel, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je peux voir le contenu? Bien entendu, je peux voir le contenu. On va lister le contenu de ce dossier. Et pour voir le contenu d'un dossier, pour lister le contenu, on va utiliser une commande qui s'appelle ls. Et ls, c'est l'abréviation de list. Donc si je fais ls et que j'appuie sur Entrée, vous voyez que pour l'instant, je ne mets pas d'options, je ne mets pas de paramètres, on est directement là-dedans. Donc en faisant ls, je vois le contenu effectivement du dossier. Je vois que j'ai un dossier qui s'appelle bureau, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle exemple.desktop, ensuite un dossier modèle, un dossier public, etc. tutu, tata, toto, enfin j'ai plusieurs choses. Alors comment je sais que ce sont des dossiers? Déjà il y a des couleurs. En fait sur Ubuntu, c'est activé par défaut. On a un affichage coloré en fonction du type de fichier ou de document, de dossier auquel on a affaire. Alors, un dossier, finalement, c'est également considéré comme un fichier dans le monde Linux. C'est un fichier particulier parce qu'il a un attribut qui lui dit qu'il est un dossier. Et pour voir effectivement les attributs d'un fichier et pour voir différentes informations sur les fichiers, la commande ls va également nous servir, mais cette fois-ci, on va commencer à utiliser une option. La première option qu'on va voir, c'est l'option "-l", donc L minuscule. Donc en faisant ls-l, donc ls-l, on valide avec Entrée, et là effectivement, on a un peu plus d'informations. Même pas mal d'informations d'ailleurs. Donc la première information qu'on va avoir, c'est effectivement le total. Alors total, bien entendu, c'est la taille totale occupée par les fichiers présents dans le dossier qu'on est en train de lister. Donc en l'occurrence, pour rappel, c'est notre dossier personnel. Et ensuite, pour chaque ligne, on va avoir des indications qui correspondent à l'élément de la ligne. Donc le nom du fichier en question, ou du dossier. Ensuite, on a, en repartant de la droite, donc on va continuer, on a la date de modification, on a la taille occupée sur le disque. Donc effectivement là il n'y a pas grand chose, c'est un dossier, et c'est la taille en octets, donc c'est 4096 octets. Ok, et ensuite on a tout un bloc ici qu'on va détailler un tout petit peu plus. Donc là,
on va repartir de la gauche cette fois-ci, et on va s'intéresser à la première lettre qu'on voit. Ici, on a un D. Donc le D va nous indiquer qu'on a affaire effectivement à un directory, donc un répertoire, un dossier, en fait. C'est cette indication qui dit que c'est un dossier. C'est uniquement grâce à ça qu'on peut faire la différence. Donc grâce à ça, on peut effectivement mettre une couleur, pourquoi pas. Mais c'est cette information qui nous dit que c'est un dossier. Et ensuite, on a un bloc d'informations, alors qu'on va un tout petit peu détailler, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, parce que c'est un bloc assez important. Et ce bloc-là, en fait, va nous indiquer les droits de ce fichier. Les droits qu'on a, par exemple, sur ce fichier. Ce bloc, en fait, c'est plus précisément un regroupement de 3 paquets de caractères à chaque fois. Donc on a les 3 premiers caractères, en fait, pour chaque fichier, qui correspondent aux droits du propriétaire du fichier. Alors, sachez quand même que on a ici une indication, on va tout de suite sauter à ce paramètre-là, on a ici le nom du propriétaire du dossier, ou du fichier, et on a une autre indication ici qui correspond au groupe propriétaire du fichier. En fait, c'est le groupe auquel appartient le propriétaire du fichier. En réalité, les utilisateurs sur Linux peuvent être groupés d'une certaine manière, et peuvent appartenir à un groupe, effectivement, qui va nous permettre de déterminer des droits, savoir à quoi ils ont accès, à quoi ils n'ont pas accès. Voilà. Donc, pour faire simple, quand on a créé un compte utilisateur sur Linux, sur Ubuntu particulièrement, en fait, automatiquement, le système a créé un groupe qui porte le même nom. Voilà, là, il a été au plus simple. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de rester dans ce groupe. On peut changer de groupe. On peut créer d'autres comptes utilisateurs et les affecter à d'autres groupes. On peut bien entendu aussi créer des groupes. Ça permet effectivement d'avoir une gestion des utilisateurs de l'ordinateur un peu plus fine et un peu plus pointue effectivement que simplement créer des fichiers et que tout le monde y accède. Donc c'est ce qui fait justement que Linux va être sécurisé, parce qu'on va pouvoir gérer les droits très très précis. Et donc ces droits vont être détaillés, comme je vous le disais, ici, par ces caractères-là. Donc le premier bloc de 3 caractères, ça va être les droits attribués donc au propriétaire du fichier. Donc le propriétaire aura 3 possibilités, lecture, écriture ou exécution, donc R, W ou X. R, ça veut dire lecture, c'est read en anglais, W pour write, pour écrire, et X pour exécuter. Donc on voit par exemple qu'ici, on a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter. En revanche, sur ce fichier-là, on a uniquement le droit de le lire et de l'écrire, mais on n'a pas le droit de l'exécuter. Ensuite, on aura 3 caractères également, qui reprennent les mêmes codes, hein, donc R pour read, W pour write et X pour exécuter, qui correspondent en fait aux droits du groupe propriétaire. Donc là, par exemple, ici, on voit que le groupe propriétaire, donc le groupe David, a le droit de lire, d'écrire et d'exécuter également ce dossier-là. Et ensuite, on a un autre groupe de 3 caractères qui va nous indiquer les droits pour tous les autres, c'est-à-dire pas le propriétaire, pas le groupe propriétaire, mais tout le reste du monde. Et le reste du monde va également avoir la possibilité de lire, d'écrire ou d'exécuter selon que ces indicateurs seront mis ou non. Donc là, en l'occurrence, pour ce dossier-là, les autres utilisateurs auront le droit de le lire, pas de l'écrire, pas de le modifier ni de le supprimer, ils auront le droit de l'exécuter éventuellement, et ça s'arrête là. Donc on a effectivement tout ce bloc en fait qui définit les droits par rapport au dossier ou au fichier sur lequel on est. Donc on y reviendra peut-être dans une autre vidéo parce que ça a quand même son importance. Pour le moment, on va s'en tenir à cette explication-là, et on va continuer tout simplement notre exploration des commandes de base qui vont nous permettre de naviguer principalement dans les dossiers et dans les fichiers. Très bien, donc alors, on est actuellement dans le dossier personnel. On a pu lister le contenu. Donc maintenant qu'on a listé le contenu, on a vu qu'on avait des dossiers. Très bien, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'entrer dans un dossier? Alors, on va entrer par exemple dans un dossier qui va s'appeler vidéo. Alors, on va faire cd. cd, c'est la commande qui veut dire change directory. Et change directory, ça va nous permettre donc de changer le répertoire en cours. Le répertoire dans lequel on veut aller, le dossier dans lequel on souhaite aller, s'appelle vidéo. Alors, pour reprendre un petit peu ce que j'expliquais sur la vidéo précédente, on va indiquer un chemin relatif. On ne va pas préciser tout le chemin depuis la racine du système, puisqu'on est déjà dans le dossier personnel et qu'on a directement un dossier vidéo, on va uniquement entrer dans le dossier vidéo. Mais sachez pour information qu'on aurait pu également écrire, en partant de la racine, qu'on veut aller dans /home, /David, puisque c'est le dossier dans lequel on se trouve actuellement, on peut le voir ici d'ailleurs, et dans ce dossier, on veut aller dans le dossier vidéo. C'est exactement la même chose. Là, c'est un chemin absolu, et en mettant uniquement vidéo, c'est le chemin relatif. Alors allons-y, faisons ça, donc on tape Entrée,
Et on est maintenant dans le dossier vidéo. Et vous voyez qu'effectivement, ici, l'indication a changé. Je suis dans mon dossier personnel, et à l'intérieur du dossier personnel, je suis dans le dossier vidéo. Très bien. Donc dans ce dossier vidéo, on va tout simplement faire la même chose, on va lister le contenu. On va faire ls-l pour voir ce qu'il y a dans ce dossier. Et dans ce dossier, en fait, il y a un seul fichier. Et c'est un fichier MP4, c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur YouTube. Et on voit quels sont les droits effectivement pour ce fichier en question. Très bien, parfait. On voit le contenu du fichier. Le problème, c'est qu'on voit également ici une indication qui est la taille du fichier. Et cette taille, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais en tout cas pour moi, c'est pas facile à lire. Je ne sais pas exactement dire quelle est la taille de ce fichier. J'aimerais bien qu'on me le dise dans un format un petit peu plus, comment je peux dire, lisible, un petit peu plus amical, entre guillemets, plus courant. Et ce serait bien si effectivement la commande ls avait une option pour ça. Le problème, c'est que je ne les connais pas forcément toutes par cœur. Dans ce cas-là, je vais être obligé de consulter le manuel. Et ça tombe très bien, parce que ça va nous permettre d'illustrer la façon de consulter le manuel. Pour consulter le manuel, il y a une commande toute simple qui s'appelle man. Man comme manuel. On va faire un espace et on va dire quelle commande on souhaite détailler dans le manuel. Donc, on va consulter le manuel pour la commande ls. On appuie sur entrée. Et en fait, on se retrouve dans le manuel pour la commande ls. Et on a bien effectivement le nom de la commande ici. On nous le rappelle. ls pour list directory content. Le synopsis, c'est donc la façon de s'en servir. On tape ls, suivi d'options éventuelles. Donc entre crochets, ça veut dire que c'est optionnel, on n'est pas obligé de les mettre. Suivi éventuellement d'un nom de fichier ou d'une forme de fichier. Voilà. Très bien. Et ensuite, on a une description. Alors, vous remarquez que c'est tout en anglais. C'est vrai que c'est pas forcément pratique quand on ne comprend pas l'anglais, mais malheureusement, on n'a pas tellement le choix. La documentation du manuel est parfois en français, parfois en anglais, parfois un mélange des deux. C'est pas toujours très bien traduit. Donc l'anglais reste malheureusement la seule bonne solution, et si vous ne comprenez pas l'anglais, là vous allez avoir un gros problème. Donc voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc du coup, on a ici les options de la commande ls. Et on peut naviguer dans ce manuel avec les flèches, vers le bas, vers le haut, ou la barre espace pour sauter d'une page à la fois, ou alors les touches page up, page down qui sont sur le clavier qui permettent de défiler d'une page vers le haut, d'une page vers le bas. Très bien, alors voyons un petit peu ce qu'on a ici. Donc si je défile, voilà, on va trouver ici une option qui est intéressante, qui est le "-h". "-h" ou "-" human readable. En fait, en association avec le "-l", ça nous affiche les tailles de fichiers dans un format facile à lire pour l'être humain. Par exemple, 1K pour 1 kilooctet, 234 M pour 234 mégas, ou 2G pour 2 gigas. Très bien. C'est intéressant, mais du coup, admettons que je veuille faire référence à ça, je sais que c'est les tailles de fichiers qui m'intéressent. Là, je connaissais cette option, mais comment je peux être sûr de la trouver si jamais je ne suis pas certain de mon coup? Eh bien, là, le manuel est quand même assez long, il y a pas mal de choses, donc c'est pas forcément commode de défiler, de lire toutes les options, on peut très vite avoir mal à la tête. Alors là, ça va, cette commande-là, ls, est entre guillemets relativement courte. Il y a des commandes qui ont beaucoup plus d'options que ça. Alors simplement, ce que je fais, c'est que je vais me remonter tout simplement en haut de la liste. Eh bien, sachez qu'on peut chercher quelque chose dans le manuel, dans cette page-là en tout cas, dans la page qu'on a à l'écran, on peut chercher un mot, ou une phrase, ou un bout de texte. Et pour ça, on va taper slash, et vous voyez que ici ça bouge un peu, si on tape slash, et on va taper le mot qu'on cherche. Alors là, étant donné que je vais parler des tailles de fichiers, je vais chercher le mot size, qui veut dire taille en anglais. Partout où il y aura le mot size, je vais effectivement avoir une petite surbrillance, et je vais avoir l'indication que le manuel a trouvé effectivement le mot dans ce que je cherchais. Donc pour aller à l'occurrence suivante, pour continuer de défiler en allant de mot en mot, du mot size en mot size, je vais appuyer sur la touche N du clavier, et N va aller à Next. Donc là, on continue, et là, tiens, en lisant Print Size in Human Readable, très bien, ça m'intéresse, je vais remonter un tout petit peu avec la flèche, et je vois que c'est "-h". Donc je peux trouver des choses comme ça, en cherchant un mot en particulier. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comment on quitte, et là c'est écrit en bas de la page, donc Q pour quitter, c'est très bien. Donc je vois que le "-h" va me permettre d'avoir des formats intéressants sur la commande ls. Alors faisons ça tout de suite, je vais taper Q pour quitter, et si je fais ls, alors il faut utiliser la commande "-l, donc ls-l "-h, et effectivement, j'ai mon affichage qui apparaît sous forme
2 gigas pour ce fichier-là, qui est une vidéo. Et la taille totale occupée par ce dossier est bien 2 gigas. Alors là, j'ai tapé ls-l-h. Eh bien, j'aurais pu très bien taper, je vais le faire d'ailleurs, c'est ls-lh ou -hl. Ça n'a pas d'importance. Du moment que toutes les commandes y sont, que toutes les options y sont, j'aurai le même résultat. Très bien. Donc c'est parfait. Je vois que j'ai pas mal de choses. Alors je commence à avoir beaucoup de choses à l'écran. Je voudrais remettre un petit peu d'ordre là-dedans et effacer tout ça. Pour effacer ce qui est à l'écran, on va taper clear. La commande clear va nous permettre d'effacer ce qui est à l'écran. Donc on va recommencer ls-lh, voilà. Et je vois effectivement que j'ai un fichier présent dans ce dossier-là. Très bien. Donc maintenant, je voudrais bien remonter d'un cran et revenir à mon dossier personnel, mais je ne vois pas bien comment faire. Eh bien, sachez qu'il y a encore une autre astuce, une autre particularité, c'est que quand on tape la commande ls, on ne voit que les fichiers visibles. On ne voit pas les fichiers cachés. Sachez qu'il y a des fichiers cachés. Dans les dossiers, il peut y avoir des fichiers cachés. Alors, un fichier caché, il se caractérise tout simplement parce que son nom commence par un point. Et quand on fait ls, on ne le voit pas forcément. Seulement, en réalité, on va pouvoir faire un ls-l, par exemple, et A. A pour dire all, pour voir tous les fichiers. Et du moment qu'on met l'option A, en fait, on va voir réellement tous les fichiers, y compris les fichiers cachés. Et là, il se trouve que, en faisant ça, on voit apparaître deux dossiers qu'on n'avait pas vus précédemment. Et ces deux dossiers, il y en a un qui s'appelle point et l'autre s'appelle point. Point, en fait, c'est le dossier qui fait référence au dossier courant, le dossier dans lequel je me trouve. Donc c'est exactement le dossier vidéo dans lequel je suis en ce moment. Ça peut sembler ne pas avoir d'intérêt dans un premier temps. On verra dans d'autres vidéos certainement que finalement ce point a quand même une importance et qui va nous permettre de faire des choses. Ensuite, on a un dossier point. Et si vous avez suivi la vidéo précédente, je vous ai expliqué que le dossier point allait nous permettre de faire référence au dossier parent. Eh bien, il existe effectivement ce dossier point, il est bien présent. Et si je demande à changer de répertoire, à faire cd point, eh bien effectivement, je remonte d'un cran et je suis sorti de mon dossier vidéo. Je suis bien à nouveau dans mon dossier personnel directement. Alors, on a vu tout à l'heure en faisant ls-l qu'on avait des choses dans notre dossier personnel, des dossiers, bureau, documents, images, etc. Voyons si le dossier point est également présent dans ce dossier personnel. Si je fais un ls-a, par exemple, on va pas mettre le L, c'est pas la peine de l'avoir en affichage complet. On va faire un ls-a. Et effectivement, je vois que j'ai un dossier point et un dossier point. Mais en fait, je vois que j'ai bien plus de dossiers que ce que je pensais. J'ai plein de dossiers qui commencent par des points. Et tous ces dossiers-là, bash history, bash rc, point .cache, point .config, point .compise, point .gconf, etc. En fait, ils étaient invisibles jusque-là. Et en fait, en tapant ls-a, eh bien, j'ai pu les rendre visibles. J'ai pu voir qu'ils étaient présents. Et je peux, comme n'importe quel autre fichier, les consulter, les lire, je peux entrer dedans. Par exemple, si j'ai un dossier, je vois que j'ai un dossier .config, bah, admettons que je veuille aller dans .config, je fais cd.config, et là je suis effectivement dans mon dossier config. Si je demande à faire un ls, je vois que j'ai encore d'autres choses dedans. En fait, finalement, il y a pas mal de choses qui sont cachées. Tout simplement parce que dans le dossier personnel, ce qui nous intéresse, ce sont effectivement nos dossiers personnels. Mais le système s'en sert également pour y ranger des informations qui peuvent servir à certains logiciels, à certains programmes qui seraient installés dans l'ordinateur. Très bien. Alors, c'est des points, je remonte d'un cran et je retourne effectivement dans mon dossier personnel directement. Ok, donc là on a plusieurs choses à l'écran. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser la commande clear pour effacer l'écran. Je vais vous donner une autre astuce avec un raccourci clavier dans le terminal. Si on fait CTRL-L, ça a exactement le même résultat. CTRL-L, la touche L, ça nous donne finalement le même résultat que de taper clear. On efface l'écran. Alors en réalité, si on regarde bien, ça efface pas vraiment l'écran. Ça nous le fait défiler seulement un tout petit peu, de façon à ce que ça cache finalement ce qu'il y a avant. Vous voyez qu'on peut quand même continuer de retrouver ce qu'on avait avant. Voilà. Donc on a fait notre CTRL-L, notre clear, on a effacé l'écran, et on revient finalement à notre commande. Très bien, donc on a vu qu'on pouvait lister le contenu d'un dossier, on a vu qu'on pouvait changer de dossier en cours, c'est parfait, on a vu qu'on pouvait afficher même le dossier dans lequel on était. Alors refaisons un ls pour voir ce qu'on a. Eh bien on a différents dossiers, c'est bien. Maintenant si je souhaitais moi-même créer un dossier, eh bien je vois que j'ai des dossiers déjà tutu tata toto, qui sont des essais que j'ai pu faire avant.
Mettons que je souhaite créer un dossier qui s'appelle test. Alors je vais créer un dossier qui s'appelle test. Pour créer un dossier, on va utiliser une commande qui s'appelle mkdir. Donc make directory. Make qui veut dire faire, fabriquer. Donc on fabrique un répertoire. On crée un répertoire. Donc mkdir. Bien entendu, si je tape mkdir tout seul, ça suffit pas. Il va falloir que je lui précise quel est le nom du dossier que je veux créer. Et d'ailleurs, pour s'en assurer, on peut même aller voir la page de manuel qui correspond à mkdir. Si je fais un man mkdir, je vois que mkdir me propose d'avoir éventuellement des options. Alors bon, pourquoi pas, très bien. Et surtout, dans la façon d'écrire, il faut que je mette absolument, il n'y a pas de crochet cette fois-ci, donc il faut absolument que je mette le nom du répertoire que je veux créer. Très bien, quittons. Alors je vais refaire mkdir, et je vais créer un dossier qui s'appelle par exemple test. Ok. Quand le système ne dit rien, c'est qu'en général, il a compris la commande, il l'a exécutée. Sinon, il nous met un message d'erreur. Donc, on va faire ls, et maintenant j'ai effectivement un dossier qui s'appelle test, qui est créé ici. Parfait. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Je voulais pas l'appeler test, je voulais l'appeler mon dossier. Alors, mon dossier, si je voulais changer son nom maintenant, il faudrait que je le renomme. Et pour renommer un dossier, ou pour renommer un fichier, en fait, on va utiliser une commande qui s'appelle mv. Alors, mv, c'est un peu particulier, c'est l'abréviation de move. Et en fait, move, ça correspondrait à déplacer quelque chose. Et bien, cette commande-là sert à déplacer effectivement quelque chose, mais par la même occasion qu'on déplace, on peut aussi changer le nom de l'objet qu'on est en train de déplacer. Et en fait, si on déplace un dossier de notre répertoire courant vers notre répertoire courant en lui donnant tout simplement un autre nom, en fait, on le renomme. C'est un peu tordu comme façon de voir les choses, mais il se trouve que ça fonctionne. Donc, effectivement, si je souhaitais renommer mon dossier test, je vais le déplacer finalement du nom qui s'appelle test vers un nouveau nom qui sera mon underscore dossier. Si je fais un ls maintenant, j'ai effectivement un dossier qui s'appelle mon dossier et je n'ai plus mon dossier test. Donc cette commande mv a bien fonctionné. Alors bien entendu, je vous invite à chaque fois quand vous avez des commandes comme ça, n'hésitez pas à faire man, man mv par exemple, pour voir quelles sont les options disponibles et pour voir comment on peut utiliser cette commande. Il y a pas mal d'options, on ne peut pas toutes les détailler là dans cette vidéo, mais n'hésitez surtout pas à faire man, et c'est surtout une bonne habitude à faire, c'est finalement de lire le manuel, de voir comment se servir de telle ou telle option. Alors, man mv, donc ça nous donne le résultat. Alors, mv, on a renommé le dossier, c'est très bien. Maintenant, je souhaiterais me débarrasser de ce dossier. Je veux le supprimer. Donc, tout à l'heure, pour le créer, on a utilisé une commande qui s'appelait mkdir. Eh bien, on va utiliser maintenant une autre commande qui s'appelle rmdir. Rmdir va effacer un dossier. Donc, quel dossier? Évidemment, il faut que je lui donne le nom. Mon dossier. Donc, je tape rmdir et le nom du dossier. Et là, automatiquement, mon dossier, qui s'appelle mon dossier d'ailleurs, a disparu. Très bien. Alors, admettons, moi, que tous ces dossiers Toto, Tata, Tutu, j'en veux plus non plus, je voudrais les effacer. On va essayer de faire rmdir. Rmdir, par exemple, Tutu. Tiens. Et là, on a un échec. Ça ne marche pas. Tout simplement, il nous dit que le dossier n'est pas vide. Alors, allons voir un tout petit peu dans rmdir, l'explication pour le manuel. Effectivement, la fonctionnalité de rmdir, la fonction rmdir, la commande rmdir efface un répertoire vide. Elle ne peut pas effacer, visiblement, un répertoire qui contient des choses. Alors, ok, très bien. Pour s'assurer qu'on contient bien des choses dans Tutu, on va faire un cd Tutu, tout simplement. On va faire ls, et effectivement, j'ai un dossier à l'intérieur qui s'appelle test. Cd test, ls, et je vois que, effectivement, ça ne contient rien là-dedans. Mais j'ai bien, effectivement, un dossier test qui se trouve à l'intérieur de Tutu. Bon, très bien. Alors, je vais revenir maintenant à mon dossier personnel. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire cd tilde, et comme ça, on revient directement au dossier personnel. Ça évite de faire cd point point, puis à nouveau cd point point. Voilà, c'est une petite astuce. Du coup, maintenant, comment je peux faire pour effacer mon dossier Tutu? Alors, l'idée, ce serait effectivement de commencer par effacer le dossier test qui se trouve à l'intérieur. Seulement là, ça va, parce qu'il y a un seul dossier. Mais imaginons que j'ai un dossier Tutu à l'intérieur duquel j'ai 423 dossiers, plus 528 fichiers. Je ne vais pas m'amuser à les effacer tous un par un avant de pouvoir effacer mon dossier Tutu. C'est quand même pas pratique. Eh bien, il y a une autre solution.
Il y a une autre commande qui sert à supprimer. C'est la commande rm. On a parlé de rmdir parce que naturellement, quand on fait mkdir, on pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec rmdir. Et en fait, la commande rm, c'est une commande d'effacement de fichiers. Mais ça efface pas seulement des fichiers, ça peut effacer également des dossiers. Seulement, la commande rm, elle a une petite option qui est très intéressante. Donc on va faire man rm par exemple. Voilà. Et je vais descendre pour vous montrer cette option. C'est une fonction qui est l'option R. C'est une option qui est l'option -R. Et -R, c'est récursif. Donc en fait, ça efface tous les répertoires et tout le contenu de ces répertoires de façon récursive. C'est-à-dire que je pourrais avoir tout un enchaînement de répertoires et sous-répertoires à l'intérieur, et tout ça sera automatiquement effacé d'un seul coup. Donc, ok, très bien. Alors si je fais maintenant rm tutu, alors bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre -r, hein, rm-r tutu. Là, j'ai pas eu de plainte, ça marche. Faisons un ls, et effectivement, j'ai plus de dossier tutu. Faisons la même chose avec Tata. Alors non, on va pas le faire tout de suite, on va faire autre chose pour que je vous montre une petite astuce également. Donc, très bien, j'ai un autre dossier qui s'appelle Tata. Donc, alors, cd Tata, je vais juste voir ce que j'ai dedans, ls, ok, j'ai un dossier test également. Donc, cd point, je reviens en arrière, voilà. Donc, j'ai un dossier Tata. Maintenant que admettons que je veuille copier ce dossier Tata, le dupliquer, tout simplement. Donc, ça veut dire également dupliquer le dossier Tata et tout ce qu'il y a dedans. Donc, je vais utiliser une autre commande qui va s'appeler cp. cp pour copie. Donc, copie. Alors, on voit le manuel pour copie. Alors, encore une fois, man cp. Et en fait, cp nous indique qu'on peut mettre des options, bien entendu, et qu'il va falloir lui fournir absolument une source et une destination. Ok, très bien. Donc la source, bah, évidemment, ça va être Tata, et la destination, ce sera le nouveau dossier que je veux créer. Donc si je veux copier Tata sous un nouveau nom qui s'appelle tutu, a priori, j'aurais tendance à vouloir faire ça. Donc je vais faire cp Tata tutu, ok, j'appuie sur Entrée, et là, il me dit omission du répertoire Tata. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, c'est parce que j'ai des choses à l'intérieur de Tata. Donc de la même façon, donc je recommence un petit man cp, de la même façon que tout à l'heure, pour supprimer, j'avais une fonction récursive, eh bien, il y a également une option récursive pour la copie. Copie les répertoires de façon récursive. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur du répertoire Tata sera copié également. Ok, alors allons-y. Je fais cp-r, donc je copie Tata en tutu, et là, il ne se plaint pas. Faisons un ls pour vérifier. Je vois qu'effectivement, mon dossier tutu est revenu. Très bien. Allons dans tutu pour voir si j'ai bien tout. ls. Ok, j'ai bien un dossier test à l'intérieur. Donc c'est des points, ça marche. Parfait. Bon, très bien. Seulement maintenant, mes dossiers Toto, Tata, Tutu, c'est bien gentil, mais je ne veux pas m'amuser à les garder. Les trois, je sais qu'ils contiennent la même chose et je veux m'en débarrasser absolument. Je ne vais pas être obligé de faire rm-r. Alors, Toto d'abord, valider, puis Tata, puis Tutu. Je peux finalement les effacer tous d'un coup. Je peux effacer de façon récursive tout ce qu'il y a dans Toto, tout ce qu'il y a dans Tata, et tout ce qu'il y a dans Tutu. Je peux les mettre vraiment comme ça, les uns à la suite des autres. Et en une seule commande, j'ai effacé effectivement mes trois dossiers. Je vais vérifier ça tout de suite. ls, effectivement, je n'ai plus de Toto, je n'ai plus de Tata, je n'ai plus de Tutu. Donc voilà globalement comment on se déplace d'un dossier à l'autre, comment on crée des dossiers, comment on renomme des dossiers, comment on les copie, comment on les efface. Donc là, avec ça, vous avez déjà pas mal d'options, pas mal de commandes sous la main. Alors c'est pas encore suffisant, on peut encore continuer, et juste pour aller un tout petit peu plus loin, on va parler un tout petit peu de fichiers qui vont contenir des choses. Donc on va voir comment créer un fichier finalement, et mettre des choses dedans. Et là, on va commencer à utiliser des fonctions un tout petit peu avancées de notre ligne de commande. On reviendra sur toutes ces fonctions-là un petit peu plus tard dans d'autres vidéos, il n'y a pas de problème, mais on va quand même les utiliser là, juste pour le plaisir de les utiliser. Donc là, on a vu tout à l'heure que on pouvait lister tous les fichiers avec leurs détails et avec les formats de taille lisibles de façon humaine. Donc si je fais ls-alh, je vois que j'ai beaucoup de choses. Mais là, ça déborde de l'écran. Alors, on va s'intéresser déjà
à une première chose. On va essayer de voir si on ne peut pas créer un fichier et mettre le résultat de cette commande dans un fichier. Donc, la commande elle-même, ça va être ls-alh. Et alors, je vais vous donner une autre astuce encore, je vais l'effacer. Une autre astuce qui permet de récupérer des commandes qu'on a déjà tapées, c'est en utilisant la flèche du haut et la flèche du bas de notre clavier. Si je défile en tapant la flèche du haut, flèche du bas, je revois les commandes que j'ai tapées, les dernières commandes que j'ai tapées, donc ça peut être assez pratique. Donc voilà, je retrouve mon ls-alh. Alors là, ça va parce que c'est pas une commande très longue. Imaginez que vous avez des noms de fichiers à rallonge avec des dossiers et des chemins complets. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Très bien, on va faire cette commande ls-alh et maintenant on va s'amuser à l'envoyer vers un fichier. On peut utiliser un symbole supérieur comme ça pour faire une redirection et le résultat de la commande ls-alh va aller vers quelque chose. Donc là, ça fait comme une flèche en fait. Et vers quoi on va le faire aller? Eh ben, on va créer, par exemple, on va créer un fichier et on va lui donner un nom. Donc on va tout de suite dire que cette commande ls-alh, on veut que le résultat de la commande aille dans un fichier qu'on va nommer, par exemple, résultat.txt d'ailleurs. Bon, ça n'a pas d'importance, on n'est pas obligé de mettre .txt, mais on peut le mettre si on veut. Ok, donc on va appuyer sur Entrée. Et là, du coup, on n'a rien vu se passer à l'écran. Refaisons un ls, juste pour voir. Et j'ai maintenant un fichier résultat.txt. Très bien. Ce fichier résultat.txt, alors faisons un ls-l. On va aller un tout petit peu plus loin. On va faire un ls-l uniquement de résultat.txt pour voir réellement le détail, mais uniquement sur ce fichier-là. On n'a pas besoin de voir tout le reste. Donc, on peut voir comme ça la taille d'un fichier. Alors, je vois qu'il fait 1869 octets. Intéressant. Ça voudrait dire que tout le résultat de ma commande a bien passé dedans. Alors, comment je peux le consulter maintenant, ce fichier? Comment je peux le lire? Eh bien, il y a une commande. Encore une fois, il y a toujours une commande. La commande s'appelle less. Less, en fait, c'est une sorte de... un peu comme un éditeur de texte, sauf qu'on ne peut pas éditer, on peut que consulter. C'est uniquement pour de la lecture. Et less, on lui passe le nom d'un fichier pour afficher le résultat. Donc, en l'occurrence, le fichier, il s'appelle résultat.txt. Alors, je vais vous donner tout de suite au passage une autre petite astuce. Si je commence à taper les premières lettres et que j'appuie sur la touche tabulation, automatiquement, la ligne de commande va trouver le fichier correspondant et compléter le nom si effectivement j'ai pas plusieurs variantes de ce nom. Donc là, il me complète la ligne, donc laisse résultat.txt, je vais faire entrer. Et en faisant ça, je me retrouve dans une sorte d'éditeur de texte d'une certaine manière, alors, sauf que dans ce cas-là, je ne peux pas l'éditer, je ne peux pas le modifier réellement, mais je peux le consulter. Et là, je peux utiliser les flèches du clavier pour monter ou pour descendre. Donc quand j'ai une liste qui effectivement est un peu longue, qui ne tient pas sur un seul écran, je peux contourner le problème en faisant ça. Alors, seulement ça a été un peu pénible, il a fallu créer un fichier. Ça serait bien qu'on puisse ne pas avoir à créer ce fichier. Donc j'appuie sur la lettre Q pour quitter l'affichage de l'S. Hein, donc je recommence, je suis dans l'S, si je veux quitter, j'appuie sur Q. Voilà, en quittant sur Q, ça quitte. Ça serait bien qu'on puisse finalement ne pas avoir à créer ce fameux fichier. Eh bien, c'est possible aussi. Linux est fait de telle façon, et en fait Unix déjà à la base était fait comme ça, que les commandes sont supposées faire une tâche, mais le faire bien. Et on doit pouvoir utiliser le résultat d'une commande pour le passer à une autre commande. Et que l'autre commande puisse en faire quelque chose. Éventuellement, même passer même son propre résultat à encore une autre commande. Donc, globalement, ce qu'on souhaiterait faire, alors je vais reprendre ma commande qui était là, donc mon ls-alh, j'aimerais pouvoir passer le résultat de cette commande directement à less sans avoir besoin de passer par un fichier. Eh bien, c'est possible en y mettant simplement un symbole qui est une barre verticale. Alors, cette barre verticale, pour les claviers français, c'est la touche. On utilise la touche Alt-GR qui se trouve juste à droite de la barre espace. En maintenant cette touche-là, on appuie sur la touche 6. Donc, c'est un symbole, une sorte de barre verticale. Cette barre-là, ça s'appelle un pipe. C'est un tube, un tuyau, un connecteur d'une certaine manière. Et en faisant ça, ça veut dire que le résultat de cette commande sera passé à quelque chose derrière. Et ce qu'on va mettre derrière, c'est tout simplement la commande less. Donc, en gros, si on décortique un tout petit peu cette syntaxe, ça veut dire que le résultat de ma commande ls-alh va être passé à travers un tuyau, entre guillemets, une sorte de tuyau dans la mémoire, hein, à la commande less. Très bien. Alors, allons-y pour voir. Et effectivement, je me retrouve directement dans less avec le résultat de ma commande
ls-alh. Et je peux utiliser les flèches pour me déplacer pour voir ce qu'il y a sur toutes les lignes. Donc là, on vient de voir, finalement, une utilisation avancée de cette ligne de commande. Alors, on ne va pas aller beaucoup plus loin pour le moment, parce qu'on pourrait faire beaucoup de choses grâce à ça. Et je voudrais simplement vous donner encore quelques autres commandes, quelques autres indications, des choses qu'on peut faire, toujours sur la ligne de commande, puisqu'on est sur les bases, encore une fois. Donc là, on a vu comment manipuler les fichiers, d'une certaine manière, comment créer un fichier à la volée. On peut créer un fichier avec le résultat d'une commande. Bien entendu, si on veut créer un fichier de toute pièce, il faudrait utiliser une sorte d'éditeur de texte. Alors, un éditeur de texte, il y en a un d'origine qui s'appelle VI. Donc VI, en fait. Et on peut créer un fichier tout de suite. Alors, je recommence en faisant un ls. Donc, j'ai bien un fichier résultat. Admettons que je vais créer un fichier qui s'appellerait montext.txt. Donc, on va taper VI pour lancer l'éditeur de texte. Et on va tout de suite lui donner un nom de fichier pour dire qu'on veut créer ce fichier-là. Alors, si je tape VI et que je tape... alors déjà, si je tape VI et résultat.txt, voilà, je vais ouvrir mon document, mon fichier résultat.txt. Et je suis un peu comme dans mon application less, ma commande less, sauf que là, cette fois-ci, je vais avoir un curseur et je peux me balader. Il faut comprendre une chose avec le fonctionnement de VI, en fait, de cet éditeur, c'est qu'il marche sur deux modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est simplement un mode de sélection et de déplacement. Si je veux modifier quelque chose, je ne peux pas taper directement les choses à l'écran. Il faut d'abord que j'appuie sur la touche I du clavier pour passer en mode insertion. Et une fois que je suis en mode insertion, je peux écrire des choses. Alors là, c'est pas très clair, on va le mettre en plein écran. J'espère qu'on va pouvoir faire ça. Et quand j'ai fini d'écrire, j'appuie sur la touche échappe pour ressortir de mon mode d'insertion. Alors, c'est pas forcément très clair, et c'est pas très pratique comme ça. Donc cet éditeur, il est très puissant, il a beaucoup d'options, mais personnellement, je le trouve assez compliqué à prendre en main. Donc je vous en parle là parce qu'il est déjà dans le système. Et surtout, quand on regarde, on ne voit pas vraiment comment s'en sortir, on n'a pas vraiment d'indication, on ne sait pas comment sortir de là. Si on veut sortir de là, ça peut paraître compliqué. En fait, pour sortir de cet éditeur, on va taper 2 points, qui va nous donner la main pour taper une commande ici. Alors on va sortir du mode plein écran si je peux, voilà. On a les 2 points qui sont affichés ici, et il attend qu'on lui donne un ordre. Et cet ordre, ça va être un ordre de quitter. Donc il faut taper Q pour quitter. C'est 2 points Q, et comme j'ai fait des modifications, il me dit je ne peux pas quitter parce qu'il y a eu des modifications dans le fichier depuis la dernière fois. Donc si je veux le forcer à quitter, je vais recommencer, donc 2 points Q, et lui me dit d'utiliser le point d'exclamation pour dire ignore les modifications et quitte. Donc en faisant ça, effectivement, je vais ignorer les modifications. Donc si je veux créer un fichier de toute pièce, je vais faire VI par exemple, je vais créer mon texte.txt. J'arrive dans un fichier vide, et effectivement, il faut que j'appuie sur I pour commencer à écrire. Ceci est mon fichier. Et j'appuie sur échappe pour quitter le mode édition. Je dois faire 2 points. Et si je veux enregistrer mon fichier, c'est W. Il a été enregistré. Et on peut combiner aussi les modifications et le fait de quitter. Donc là, si j'appuie sur I à nouveau et que je tape des choses, voilà, peu importe, je fais 2 points. Alors c'est pas là, il faut que je fasse échappe d'abord, pardon. Échappe, je fais 2 points. Si je fais WQ, ça veut dire écrit et quitte. Voilà, très bien. Ça a enregistré le fichier et ça a quitté. Mais c'est pas très commode. Alors moi, si vous voulez, pour vous donner un petit conseil d'un autre éditeur de texte, si vous voulez vraiment quelque chose de simple, encore une fois, vous pouvez utiliser un autre éditeur qui s'appelle Joe. Alors Joe, il n'est pas installé d'origine. Je ne sais pas s'il est installé d'ailleurs là-dessus. Je vais juste faire une petite vérification. Alors, on va taper Joe. Il est installé. Très bien. Donc, CTRL. Avant de donner modification, oui. Clear. Donc, en fait, on va... si Joe n'est pas installé, si le programme Joe n'est pas installé,
vous pouvez l'installer en tapant la commande suivante. Donc c'est sudo. Donc sudo, effectivement, on va prendre les droits d'administration pour installer un programme. On va lancer le programme qui s'appelle apt-get, donc la commande qui s'appelle apt-get. En paramètre, on va lui dire qu'on souhaite installer un programme, et on va lui dire quel est le programme qu'on souhaite installer. Et là, en l'occurrence, il s'appelle Joe. Alors, comme on a fait appel à la commande sudo, il va nous demander le mot de passe. Je tape mon mot de passe, et effectivement, l'installation ne se fait pas plus que ça parce qu'elle est déjà en place, mais pour vous, ça devra certainement installer le programme. Donc seulement après, vous pourrez effectivement taper Joe. Alors soit vous tapez Joe directement et vous ne mettez rien derrière et ça va partir sur un fichier vide, il faudra bien entendu l'enregistrer. Mais si je fais Joe et par exemple le nom de mon fichier, .txt, ou mon texte, pardon, on va faire, c'était mon texte, alors vous voyez, mon texte avec tabulation, hop, je peux tout de suite aller modifier les choses, je peux éditer, et c'est finalement assez intuitif à utiliser, assez facile. Et même, encore mieux, on a des indications. On nous dit qu'en faisant CTRL-K-H, on aura de l'aide. Donc alors faisons CTRL-K-H, et en fait CTRL-K-H m'affiche simplement ce bandeau en haut qui me donne les commandes de base. Et en ayant les commandes de base, je sais que je peux me déplacer, je peux faire des recherches, CTRL-K-F pour chercher un texte. Alors CTRL-K-F, on va chercher, il nous dit qu'est-ce qu'on doit chercher. Si je cherche le mot est, d'accord, on peut ignorer, on peut remplacer, on peut se déplacer d'un bloc à l'autre, très bien. Bon, moi ça m'intéresse pas de faire tout ça, et il nous dit, vous pouvez faire CTRL-C, ce petit chapeau en fait ça veut dire CTRL, si on fait CTRL-C ça annule tout simplement. Donc on peut effectivement comme ça rechercher, remplacer, faire des choses, on peut sélectionner des blocs, hein, donc pour définir un bloc ici, alors bien entendu c'est pas avec la souris, c'est avec le clavier, donc je vais faire CTRL-K-B, CTRL-K-B pour définir le début de mon bloc. Je vais à la fin de mon bloc que je souhaite copier, je fais CTRL-K, et j'ai mon bloc qui est en surbrillance. Et ce bloc-là, je peux le copier, par exemple, à la fin, ici, en faisant CTRL-K-C. Alors, CTRL-K-C, j'en ai fait une copie, tout simplement. Alors, CTRL-K, CTRL-KB, voilà, hop. Voilà, je me débarrasse de mon bloc. CTRL-KB, CTRL-KK au même endroit, ça efface simplement le bloc. Voilà un petit peu les commandes. Alors c'est pas aussi intuitif que ce qu'on peut rencontrer dans le mode graphique, mais on a déjà un moyen comme ça de créer des fichiers. Et quand j'ai terminé, je fais CTRL-KX pour sauvegarder, et pour quitter, alors ça doit être écrit quelque part, je sais même pas où il est, je sais pas où c'est d'ailleurs, c'est pas marqué, tiens c'est étonnant. CTRL-KQ normalement pour quitter. Alors c'est pourquoi c'est pas indiqué là. Ah, c'est bizarre. En tout cas, en faisant CTRL-K-Q, je lui demande de quitter le programme, et il me demande si je souhaite abandonner les changements, oui ou non. Donc, si je veux enregistrer, je dis non, bien entendu, et d'abord j'enregistre, en faisant CTRL-KX. Voilà, donc, en fait, CTRL-KX, ça quitte également, et ça sauvegarde. Bon, très bien. Voilà, vous voyez que c'est pas forcément très clair, donc moi je m'en sers pas forcément tout le temps non plus de cet éditeur, mais il est quand même malgré tout plus intuitif que VI, qui a moins de choses. En revanche, VI, c'est pas une raison pour l'ignorer complètement, au contraire c'est un très très bon éditeur, qui est très puissant, qui permet de faire énormément de choses, beaucoup plus de choses que Joe ne pourra jamais vous proposer de faire. Seulement ça demande quand même plus de temps pour la prise en main. Alors pour le moment, si vous êtes vraiment un débutant, ne vous lancez pas là-dedans tout de suite, prenez le temps de lire la documentation, de vous renseigner sur VI. Vous verrez que c'est quelque chose comme de très puissant, mais voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire tout de suite. Donc voilà, on sait que maintenant créer également des fichiers. C'est déjà pas mal, je pense que pour le moment, on a fait un grand tour de choses intéressantes. Donc on a vu également comment installer un programme, tout bêtement, en utilisant la commande sudo apt-get install Joe. Et si maintenant je souhaitais me débarrasser de Joe, ou de n'importe quel programme, en fait, la commande à taper, c'est sudo apt-get, apt-get, remove, et le nom du paquet que je souhaite supprimer. Et en l'occurrence, c'est Joe. Donc en faisant ça, il me demande si je suis sûr de vouloir continuer. Je dis oui. Et maintenant, Joe n'est plus là. Si je tape Joe à nouveau, je me retrouve finalement avec un message d'erreur qui me dit que ça ne correspond plus à rien.
Je peux bien entendu le réinstaller à n'importe quel moment avec la commande apt-get install Joe, et c'est parti. Alors, il y a une petite particularité, encore une dernière petite chose, juste avant de se retrouver dans le monde réel pour une conclusion, que je voulais vous indiquer, c'est, vous voyez qu'on a fait plusieurs fois sudo et il nous a pas redemandé le mot de passe en permanence. Tout simplement parce que par défaut, quand il nous demande le mot de passe la première fois, il mémorise qu'on a déjà rentré ce mot de passe et il ne nous le redemande pas dans la même session. Alors, je crois qu'il y a une durée, il me semblait que c'était un quart d'heure de mémoire. Pendant un quart d'heure, il se souvient que vous avez déjà rentré le mot de passe et il ne vous redemande pas à nouveau le mot de passe. Voilà. Bon, peut-être que les puristes, hein, s'il y a des gens qui qui connaissent déjà très bien ce sujet-là et qui se rendent compte que j'ai dit une bêtise, peut-être moi-même d'ailleurs, me corrigeront. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de retaper à chaque fois le mot de passe, du moins dans la période, dans le laps de temps, je pense que c'est 15 minutes, qui suit la première utilisation de sudo. Donc c'est pour ça qu'on a pu faire un sudo install et un sudo remove et qu'en fait tout ça, il ne nous a rien demandé, il ne nous a pas redemandé le mot de passe. Voilà, donc on va effacer tout ça et on va se retrouver dans le monde réel pour une petite conclusion. Bien voilà, c'est un éventail déjà relativement large de choses qu'on peut faire. Alors même si pour le moment c'est une toute petite fraction des commandes Linux de ce qu'on peut faire réellement sur la ligne de commande, c'est une infime partie. Mais pour mettre le pied à l'étrier, c'est déjà pas mal. On a déjà quelques commandes de base qui nous permettent par exemple de lister le contenu d'un répertoire, de changer de répertoire en cours, de remonter d'un dossier, de lister éventuellement même les fichiers cachés d'un répertoire, ce qui peut être pratique parfois. On a vu également comment créer un dossier, comment le renommer, comment le supprimer, alors avec deux méthodes possibles. S'il est déjà vide, on peut utiliser rmdir, s'il n'est pas vide, on utilise rm en y accolant le tiret -r qui correspond à une option récursive pour effacer tout le contenu du dossier et y aller en cascade. Alors faites attention, il n'y a pas de confirmation. Ça peut être un peu dangereux d'ailleurs de ce côté-là, si vous vous trompez dans le nom du dossier et que vous effacez le mauvais dossier, on ne vous demande pas votre avis, on ne vous demande pas de confirmation, il le fait quoi qu'il arrive. Donc ça peut parfois poser des petits problèmes. On a vu comment effectivement copier également un dossier, on a aussi utilisé la commande récursive pour ça, quand c'était pour un dossier. Sachez que les commandes RM ne servent pas que pour les dossiers, la commande RM par exemple sert aussi pour les fichiers, et on n'a pas besoin de la récursivité dans ce cas-là, on n'a pas besoin de mettre le -r, on fait simplement RM et le nom du fichier. La copie c'est pareil, on n'a pas besoin de mettre -r quand il s'agit de copier des fichiers directement. On a vu effectivement toutes ces options-là pour manipuler ces dossiers et ces fichiers. On a même vu quelques petites commandes avancées, alors très rapidement on a vu une redirection vers un fichier, on a vu qu'on pouvait rediriger le résultat d'une commande vers un fichier, ce qui peut être utile parfois pour simplement garder une trace de ce qu'on fait. On a vu également comment consulter un fichier sans avoir à le modifier, avec une commande qui s'appelle less. On a également parlé des éditeurs de texte, on a parlé de VI. Alors VI, bon, dans cette vidéo évidemment on n'a pas été très loin avec VI, ça a été assez rapide, mais c'est un vrai outil très performant et très puissant, pour peu qu'on soit capable de le maîtriser. Et c'est vrai qu'au début, la prise en main, elle n'est pas forcément évidente. Mais une fois qu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, finalement, on peut gagner pas mal de temps et on arrive à faire des choses vraiment impressionnantes avec ça. En attendant, si vous voulez un autre éditeur de texte, pas trop compliqué à utiliser, bien sûr, sur la ligne de commande toujours, c'est l'éditeur Joe, ou Joe, certains disent Joe. Donc Joe, évidemment, ça permet d'avoir un éditeur, tout ce qu'il y a de plus simple, hein, simplement pour faire des copier-coller, écrire des choses. Donc pour modifier par exemple un fichier de configuration, c'est tout à fait suffisant. On n'a pas besoin d'aller faire des choses très extravagantes en général. Bien entendu, puisqu'on a quand même l'interface graphique derrière, il reste des éditeurs graphiques comme Gedit par exemple, Gedit qui est tout à fait accessible et qu'on peut utiliser avec la souris, enfin il y a quand même pas mal de choses, mais ça ne reste pas moins un éditeur relativement simple. On ne fait pas de grandes choses avec Gedit non plus, on ne fait pas plus que ce qu'on pourrait faire avec Joe. VI en revanche c'est un éditeur quand même un petit peu à part. On a également parlé de comment installer ou désinstaller des programmes et finalement ça nous donne déjà un éventail assez large. Ce qui veut dire que globalement, si vous allez sur n'importe quel forum quand vous aurez un problème ou quelque chose, quand vous avez besoin d'installer un logiciel, déjà vous savez comment le faire avec la commande sudo apt-get install et le nom du paquet en gros que vous voulez installer. Et même si pour une raison quelconque il devait y avoir quelques configurations à modifier, vous savez déjà utiliser un éditeur de texte, vous savez vous déplacer dans le bon dossier, en règle générale ce sera dans etc quelque chose, vous savez éditer un document, éventuellement vous pouvez faire une copie du fichier original, vous pouvez même vous amuser à renommer le fichier original si vous voulez en recréer un, vous pouvez le supprimer s'il y a besoin, vous pouvez par exemple créer un dossier, copier toutes ces choses à l'intérieur, tous les fichiers originaux à l'intérieur pour pouvoir faire des modifications. Il y a quand même pas mal d'options qu'on peut faire déjà rien qu'avec les quelques commandes qu'on a vues ensemble.
Voilà, ça donne déjà un aperçu relativement large. On parlera dans d'autres vidéos de choses un peu plus poussées, par exemple on parlera un tout petit peu des processus, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir. On parlera d'autres sujets sur la ligne de commande, et puis ensuite on ira peut-être voir des cas un petit peu plus particuliers, voir des commandes un peu particulières, mais tout ça, ça sera dans d'autres vidéos. Donc c'est pour ça que je vous invite bien entendu à revenir voir très prochainement, je pense, mes vidéos. Il y aura certainement d'autres choses. En attendant, j'espère que cette vidéo, qui quand même est assez longue malgré tout, vous a plu et vous a intéressé et vous a quand même apporté des explications sur l'utilisation de la ligne de commande sur Linux. Et du moins, j'espère que ça vous a donné quand même les bases pour pouvoir vous en sortir. Je pense que ça devrait bien se passer. Si vous avez des questions, bien entendu, comme d'habitude, ça peut être dans les commentaires. J'essaierai de vous y répondre si je peux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ce sera toujours avec plaisir. C'était David pour Ordi Répare et j'espère vous revoir pour la prochaine vidéo.